présidence de la Confédération africaine de football vous ont convié cet après-midi pour partager un moment qui, à n'en pas douter, sera historique dans l'évolution du football africain. C'est un moment solennel aussi et c'est un moment assez symbolique par le choix du pays dans lequel il voudrait présenter son programme de campagne, son programme à la candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Le Cap-Vert, c'est un pays ami et frère du Sénégal. C'est un pays qui entretient des liens séculiers avec la République du Sénégal. C'est un pays qui a souvent été aux côtés du Sénégal et vice-versa. C'est un pays où les deux communautés sont totalement intégrées. Un Sénégalais au Cap-Vert se sent totalement à la maison et un Cap-Verdien au Sénégal est dans son élément, chez lui. Donc vous comprendrez la raison pour laquelle ce choix a été fait, mais il s'est fait aussi en marge d'une assemblée générale de la zone UFOA-A, à laquelle appartient le Sénégal et tous les pays de la sous-région, qui sont tous des pays amis et frères du Sénégal. Donc c'était tout à fait normal que tous ces pays soient invités à cette cérémonie. Nous donnerons la parole au président candidat Augustin Senghor pour nous faire en exclusivité, parce que vous êtes les tout premiers qui prendront connaissance de son programme pour la présidence de la Confédération africaine de football. Ensuite, après l'explication de son programme, ici dans la salle, il y a quelques personnes parmi les invités ou ses pairs présidents qui voudraient intervenir pour donner un avis ou une contribution. Ce serait le bienvenu. À défaut, ce serait un échange entre les journalistes présents ici dans cette salle, aussi bien ceux de la presse internationale que de la presse nationale, pour échanger avec le candidat Augustin Senghor sur le programme qu'il nous présentera. Et nous finirons par un cocktail à la sortie de cette salle pour pouvoir dire enfin que la campagne, elle était déjà lancée, mais elle aborde un virage, un tournant, une deuxième vitesse, une vitesse de croisière auprès du président Augustin Senghor. Permettez-moi, encore une fois, en son nom et au nom de la Fédération sénégalaise de football, de souhaiter la bienvenue à tout le monde, notamment, bien entendu, puisque nous sommes sur un petit bourg de terre du Sénégal dans ce pays, en présence de son Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal, ici en République du Cap-Vert, le président de notre zone, l'UFOA, M. Mamadou Antonio Soare. Tout le monde connaît son implication et son engagement quand il s'agit des questions de la sous-région. Et c'est un ami également et frère du Sénégal. Et il est là parmi nous. Avec lui, d'autres pères présidents de fédération, M. Lamine Badio de la Gambie, notre compatriote El Hadj Diop, qui est le responsable du bureau FIFA de Dakar, M. Mario Semedo, qui est notre hôte aujourd'hui, M. Moustapha Raji, président de la Fédération libérienne de football, M. Texera Saito, qui est le tout nouveau président élu de la République de Guinée-Bissau. La Sierra Leone est également représentée dans cette salle par son secrétaire général. Donc toutes les fédérations membres de notre zone ont également été conviées à ce grand rendez-vous, parce que c'est aussi un rendez-vous du Sénégal, mais c'est aussi un rendez-vous de la zone UFOA-A. Sur ce, je vais juste vous demander d'accueillir Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Maître Augustin Emmanuel Senghor. Monsieur le Président. Monsieur Lamine me demande juste de faire un bref résumé en anglais pour également nos parents anglophones qui sont là. Right, Mr. Lamine was asking me, and I think it's a great idea to summarize what I said in French for those people speaking English in this room. On behalf of the Senegalese Football Association and his president, Maître Augustin Senghor, we would like to thank you, all of you, to accept and to answer to the invitation of Senegal. We are here in a country that is a very close country, a very friendly country for Senegal. Senegal and Cabo Verde have been in a relationship for long times, which is creating a real
integration between the two people, the two nations. A Senegalese is feeling at home in Cape Verde, and also vice versa, a Cape Verdean is feeling at home when he's in Senegal. But this meeting today, what brings us together here is the launch of President Augustin Senghor program. We all know that he's running to become CAF president, and he wants to be the man of the situation. That's why he wants to bring all of his brothers, all of his friends, all the country around our zone to come with him and discover what we're going to show today. This day is going to be a symbolic day. It's going to be an historical day. We will be able to say tomorrow it's all started from Cape Verde. So for you to be here means you're part of the history. You'll be part of the movement. The movement is gone now, and that's why we'll be listening to him today. He will present his program, and then whoever we want to bring a contribution from what he show us will be welcome. If not, we'll head to the media to go for Q&A between him and the media that are here in this room. We have many media coming from all over the country and from Senegal as well, and they're going to ask us those questions. And we'll be ending the ceremony by a cocktail at the end of the day outside of it. On behalf of him again, we want to welcome everybody and say thank you to all of you to be here. These events have been attended with all the presidents almost of our group, which is the WAFU A group. Thank you for your attention. Mr. President, you have the floor. Merci beaucoup, Aliou, pour l'introduction. Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal au Cap-Vert, Monsieur le Président du FOAA, Monsieur le Directeur régional de la FIFA, je n'oublierai pas aussi le Président hôte, donc le Président Mario qui nous accueille ici au Cap-Vert, Président de la Fédération capverdienne de football, Son Excellence aussi, Madame la Présidente du Comité national olympique du Cap-Vert, chers collègues présidents, dear colleagues, President of FAs, dear GS, chers membres de mon comité exécutif, donc les vice-présidents qui ont tenu à m'accompagner ici, chers journalistes, chers invités, je me retrouve ici devant vous puisque je vous ai convié cet après-midi en marge de l'événement important que nous tenions ici, c'est-à-dire l'Assemblée générale de la zone FOA une première au Cap-Vert, à ce que je sache, à l'initiative de notre président, le président Antonio Soare, que nous remercions, puisqu'il met du dynamisme, du mouvement dans les activités de la zone, en venant ici, malgré l'insularité, pour organiser cet événement. Et en marge, donc, je disais, de cet événement-là, il m'a paru important de passer à une autre étape en ce qui concerne cette période qui s'est ouverte et qui fait que aujourd'hui tous les yeux sont tournés vers la CAF. Vous me permettrez bien entendu d'enlever mon masque. Je pense que je suis à distance suffisante pour pouvoir m'exprimer sans masque. Donc je pense que c'est important. Et je disais que tous les yeux sont tournés vers la CAF depuis quelques mois, puisqu'il s'agit rien moins que de l'Assemblée générale du 12 mars 2021, qui verra la CAF renouveler ses instances. C'est vrai, on se focalise beaucoup sur le poste de président, mais en réalité, c'est toute l'instance du comité exécutif qui est à renouveler à différents postes, mais aussi la désignation de nos représentants à la FIFA sera faite, et je pense que l'un dans l'autre, il s'agit simplement de porter à la tête de notre structure continentale les hommes et les femmes qui, dans les prochaines 4 années, vont travailler à construire ce qu'est la CAF du futur. Le maître de cérémonie tout à l'heure a évoqué les raisons pour lesquelles nous sommes là, mais je dis tout de suite que
ces raisons sont bien valables, mais j'ajouterai simplement que dans ma démarche, très tôt, j'ai annoncé que je voulais aller vers une campagne qui serait une campagne panafricaine. Je pense que c'est important. Et disant cela, je ne renie pas mes origines sénégalaises. Et c'est tellement vrai que la déclaration de candidature a été faite chez nous au Sénégal, dans notre fédération, qui m'a mandaté pour pouvoir me présenter et qui a présenté ma candidature. Vous me permettrez à ce stade-là aussi de remercier les fédérations qui m'ont accompagné dans cette démarche. La fédération gambienne qui m'a soutenu, puisque vous connaissez les textes. Il fallait, en plus de l'endossement de ma fédération, au moins 2 autres pour m'accompagner. Et donc la Gambie, spontanément, a répondu à nos côtés. Je pense qu'on ne va pas chercher les raisons, on les connaît presque naturellement. Et le Gabon, à travers le président Pierre-Alain Mungengi, avec qui je n'ai cessé d'échanger, donc qui ont spontanément aussi m'a soutenu. Et donc ce lancement a été fait à Dakar. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. C'est une seconde étape, parce que nous sommes au Cap-Vert. Malgré tout ce que Aliou a dit, je pense que le point nodal pour moi, dans cette seconde étape, c'est d'aller vers ma seconde maison. Ma seconde maison, c'est la zone IFOA. Parce que je pense que souvent en Afrique, il est important qu'on le dise. Chez nous, en tout cas au Sénégal, en Wolof, on dit, quand on dit que quelqu'un est bien, qu'il a des qualités, c'est un sage qui le disait, donc un guide religieux. Si on dit, ah, cet homme il est bien, cet homme il est compétent, il demande chaque fois de vérifier si c'est ses parents qui l'ont dit. Et ça, c'est important. C'est pour ça que quand le Sénégal me dit il faut aller à ces élections, vous en avez les qualités, j'ai besoin aussi, en seconde étape, d'aller vers ma zone, qui est ma maison, c'est le Sénégal, mais ma grande concession, si on parle à l'africaine, c'est la zone IFOA. Donc j'ai tenu, en marge donc, de cette Assemblée générale, à venir me présenter à vous pour vous dire, non pas que je suis candidat, puisque je vous l'ai déjà dit, voilà pourquoi je suis candidat, et voilà ce que je propose pour cette candidature, pour la finalité de cette candidature, puisque une candidature n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que je propose pour amener les changements nécessaires au développement du football africain? Donc c'est cela qui nous réunit ici. Et j'ai la chance et le privilège d'avoir pratiquement tous mes collègues présents dans cette salle et présents aujourd'hui à cette Assemblée générale. Et c'est pour moi déjà un insigne honneur, mais aussi un signe que aujourd'hui, plus qu'avant, je peux m'engager résolument dans cette voie qui est celle d'essayer de proposer mes services au football continental. Et j'espère que simplement, au bout de cette rencontre, vous estimerez que j'en ai les compétences et surtout que j'en ai la volonté. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'engagement et c'est pour cela que je voudrais vous demander de m'accompagner dans le parcours de ce manifeste qui a été établi par moi-même avec mon équipe de campagne pour essayer d'aller de l'avant. Il y a un point important aussi à ce stade-là à signifier et que aujourd'hui je tiens à préciser ici. Il me semble que pendant toute cette période-là, depuis le mois de septembre, le processus a été lancé. Mais jusqu'à présent, on est, à mon avis, en train de dévier sur d'autres aspects. Ces autres aspects, c'est parler des candidats, c'est critiquer les candidats, dire des choses qui ne sont pas positives sur les candidats. Je ne me reconnais pas dans ça. Je tiens à le dire ici. Très tôt, j'ai dit que à la fin, le 12, ce que je souhaite avant tout, c'est que ça soit la CAF qui gagne. Et pour qu'elle gagne, c'est il faut non seulement qu'elle reste unie, mais surtout qu'elle soit plus unie. Parce qu'en réalité, en tout cas, moi, dans l'état des lieux que je fais, je constate que cette unité fait défaut et c'est peut-être là la source de tous les maux
qui habitent donc notre maison CAF. Et donc je voudrais dire ici que cela aussi m'a poussé à dire je n'attendrai pas la fin des contrôles d'éligibilité. Je prends sur moi d'aller de l'avant et proposer au monde du football africain, au monde tout court, mais aussi à tous ceux qui aujourd'hui sont candidats, d'aller vers quelque chose de nouveau, qui est de présenter un projet. Parce que chacun d'entre nous devrait pouvoir le faire pour dire voilà ce que je veux faire pour le football africain. Et qu'on fasse de cette campagne-là un débat d'idées, un débat de programme, plutôt que d'être dans des invectives ou bien des caricatures, ou même colporter des informations qui très souvent ne reposent sur rien. Donc je voudrais en profiter d'abord, avant de rentrer dans les autres aspects, pour lancer un appel d'abord à tous les candidats, pas seulement les candidats à la présidence, mais je pense qu'à tous les candidats aujourd'hui qui briguent des postes au niveau de la CAF, pour qu'on comprenne qu'au soir du 12, la CAF sera plus forte ou ne le sera plus jamais. Et donc pour cela, il faut qu'on accepte d'aller sur le terrain de la construction et non pas de l'autodestruction de cette maison qui nous appartient à travers cette division qui est en train de poindre et pour laquelle donc moi je voulais aujourd'hui qu'on puisse mettre fin et que derrière moi, j'espère que les autres aussi vont présenter leur programme et qu'on échange. Et je pense que si on fait ce travail-là, au final, ce qui se passera, c'est que celui qui sera élu travaillera sur la base de son programme, mais je pense qu'il aura aussi l'intelligence de se référer au programme des autres pour voir ce qui est bien dans ces programmes, pour le mettre au service du football africain, avec ces autres candidats. Je pense que c'est important. Je pense que ça, c'est le message fort que je voudrais d'abord lancer à l'entame de cette rencontre. Pour en venir donc à ma profession de foi, je voudrais simplement en préambule rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces élections de renouvellement interviennent à un moment crucial de l'existence de la Confédération africaine de football. On le sait, notre instance continentale traverse une période particulièrement difficile de son évolution. Je n'ai pas voulu entrer dans une situation où il faut égrener les mots. J'ai voulu juste faire quelques constats forts aujourd'hui pour montrer qu'effectivement nous avons des difficultés, même si aussi, vous avez pu le lire dans le document qui vous a été distribué, j'estime que tout n'a pas été mauvais, de bonnes choses ont été faites. Et malheureusement, par rapport à l'Afrique, souvent quand on nous juge, on ne juge pas sur ce qui a été bien fait, on se concentre juste sur les lacunes, sur les mauvaises choses. Et comme on le dit toujours, quand on a quelqu'un qu'on veut accompagner, c'est bien de le critiquer, de montrer ce qui ne marche pas, mais c'est bien de valoriser ce qui a été fait de bien. Je pense que tout n'a pas été mauvais, et ça, je le dis ici fermement. Mais par contre, je constate effectivement que les problèmes structurels de gouvernance que nous connaissons se sont installés presque durablement. Et aujourd'hui, je pense que si nous regardons bien, les deux manifestations que je retiens, c'est le fait que depuis plusieurs mois, nous sommes la seule instance continentale, je dirais même sportive du football dans le monde, puisque je vais y mettre la FIFA aussi, qui est gérée par intérim. On n'a plus de secrétaire général depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on sait aussi qu'on n'a plus de président. On est géré par intérim. Ça, c'est un problème. C'est un problème de gouvernance quand même qui est là, qui est palpable. On n'a même pas besoin de chercher pour le voir parce qu'il nous fait face chaque jour. Donc ça, c'est un problème. Si ça ne suffit pas pour nous faire prendre conscience, nous, que nous sommes en difficulté, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à changer positivement les choses. Et qu'on va continuer à chercher la petite bête, à faire le procès des autres, alors que c'est notre procès que nous devons faire en premier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis des mois, nous ne pouvons pas avoir des directions normales qui sont installées? Étant dans le factuel aussi, j'ai retenu une autre chose, puisque ce qui se passe à la CAF, à mon avis, a une caisse de résonance dans nos associations nationales. De plus en plus, à la limite, les comités de normalisation, c'était des exceptions. De plus en plus, on constate que c'est devenu la règle. Je pense que nos amis de la FIFA le savent, ils sont obligés tout le temps de venir au chevet de nos fédérations. Et qu'on ne dise aussi pas que c'est normal. Au contraire, on doit se reposer les bonnes questions, faire notre autocritique. Pourquoi ne pouvons-nous pas être unis dans nos fédérations? Si on ne l'est pas dans notre fédération, on ne peut pas l'être aussi au niveau de la CAF.
Pourquoi ne pouvons pas nous organiser? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire les efforts de ce que tout le monde attend maintenant en 2021, c'est-à-dire une gouvernance qui sera une gouvernance de rigueur? Ce n'est pas une question d'être expert dans des domaines, c'est juste se dire, voilà les procédures, on doit les appliquer. C'est juste dire, c'est ça la démocratie, on doit l'appliquer. Celui qui gagne une élection pendant 4 ans doit travailler. Tous ceux qui n'ont pas gagné doivent se mettre à ses côtés pour bâtir le football de leur pays. Donc si on n'arrive pas à cela, ça ne marchera pas. Celui qui gagne aussi, il doit savoir qu'il doit rassembler tout le monde pour bâtir le football de son pays. Autrement, c'est ça qui va arriver. Et aujourd'hui, on constate que ce ne sont pas seulement ce qu'on appelle entre guillemets les pays qui ont un moindre rayonnement dans le football, c'est de grandes nations. Je ne vais pas citer de nom, mais si vous regardez autour de vous, vous voyez que chaque jour, il y a des problèmes. Il y en a même qui sont structurels, des normalisations structurelles sur 6 ou 7 ans, 8 ans. Donc, ce n'est pas acceptable. Ça aussi, je pense que c'est un constat qui est là, qu'il faut régler. Et ça montre la dimension presque généralisée des problèmes du football africain. Ne pas le dire, c'est se fermer les yeux sur nos plaies. Et quand on ferme les yeux sur nos plaies, elles ne guériront jamais. Et j'ai aujourd'hui, donc, à travers ce constat-là, dire que j'ai estimé devoir prendre ma responsabilité. Très souvent, les gens, quand ils présentent leur candidature, ils disent j'ai une ambition. J'ai une ambition, certes. Mais pour moi, la prise de responsabilité est plus prépondérante que l'ambition personnelle. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. J'ai estimé, du haut de mon expérience, je suis peut-être jeune, mais j'ai pu, comme on dit, bourlinguer. J'ai connu beaucoup de choses qui m'ont fait aujourd'hui ce que je suis, qui m'ont donné les responsabilités que j'ai, mais surtout qui m'ont donné le vécu pour pouvoir appréhender les problèmes et essayer d'y apporter les solutions à partir de mes connaissances, de mon vécu. Et c'est ce que je propose à mes collègues, à l'ensemble de la famille du football, qu'on se mette ensemble pour essayer de bâtir quelque chose. Mais à ce niveau-là aussi, j'ai pris l'autre responsabilité de dire, en me mettant debout face à ce peuple du football africain, en leur disant, je vais être celui qui va diriger, qui va impulser cette nouvelle dynamique autour d'une équipe. Et c'est pour ça que je me suis proposé, et je ne vais pas passer en revue mon cursus, vous le connaissez, c'est dans le document, mais je retiendrai simplement aujourd'hui, j'ai tout à l'heure parlé des difficultés de la CAF, qui est en intérim, j'ai parlé des différents comités de normalisation, et je me suis dit aussi que, quelque part, dans mon cursus, peut-être que beaucoup de gens l'ignorent, moi je suis un produit de la normalisation. Ceux qui sont sénégalais, mes collègues le savent. Nous avons été le premier pays où a été expérimentée une normalisation. Ce n'était même pas prévu dans les statuts. Et j'étais assez jeune, mais j'ai eu la chance d'être dans ce comité de normalisation chargé de la réforme. Et c'est par la suite que j'ai été président. Si on était en 2021, je ne serais jamais président de fédération parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de réglementation, ni d'orientation, j'ai été membre du comité exécutif, les textes ne l'interdisaient pas et je me suis présenté comme candidat. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc j'ai cette expérience-là et par la grâce de Dieu, je pense que le modèle du Sénégal peut nous permettre de dire que cette personne-là, si elle l'a réussi dans son pays, peut réussir cette mission-là de reconstruction de notre football africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Mon cursus n'a été jalonné que par cela. J'ai été dirigeant très tôt, à 26 ans, dans une ASC. Il y a le président de l'ONCAV du Naïtan qui est là, qui peut en témoigner. J'ai été joueur dans un club de Naïtan qui n'avait jamais gagné au football, l'ASC de l'île de Gorée. Et à 26 ans, 3 ans après que je sois avocat stagiaire, j'ai été porté à la tête de ce club. Non seulement nous avons commencé à progresser, à jouer des finales, à gagner des trophées, et je peux dire ici aussi que, et c'est important par rapport aux éléments, à cette période-là, en 2002, j'ai été l'un des protagonistes et moi-même, j'ai travaillé à cela pour que ça se fasse, pour que le premier match de Nawetan, la finale de Nawetan, qui constituait la première finale de mon équipe, sorte en direct à la télé dans mon pays. C'était un match Kumba Castel-Sandial. Et je m'étais battu pour ça parce que je croyais en cela. Aujourd'hui, on sait que les vrais problèmes de la CAF, entre autres, sont du domaine marketing.
Il faut quelqu'un qui ait envie de donner une image, de développer un produit. Et ça, je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels je peux me fonder pour dire que je peux être celui qui peut régler les différents problèmes qui assaillent la CAF. Je voudrais simplement vous dire que je me suis permis de faire un état des lieux. Je ne dirais pas diagnostic, c'est un bien grand mot. Je dirais simplement un état des lieux, parce qu'effectivement, quand je dis qu'il y a des bonnes choses qui se sont faites, diagnostiquer un malade, c'est vrai, mais dans mon document, vous voyez que je fais référence à 8 points, qui sont des difficultés. 8 points, parce que j'ai dit, nous ne sommes pas à l'extrême limite quand on parle de football. J'avais envie à un moment donné de dire 7 points pour être dans cette phase critique d'une équipe de football qui, à partir de ce nombre-là, s'il perd un joueur, le match s'arrête et c'est match perdu. J'ai dit non, mais on n'est pas à ce niveau 7, plaçons-nous au niveau 8 pour tenir compte de ce qui a été fait de bien, pour dire aussi qu'il ne faut pas être catastrophiste, parce que ça dirait qu'on a atteint un point de non-retour. Ces points-là, vous les connaissez, c'est le problème de nos textes. J'ai parlé de problème de gouvernance structurelle, mais à la base, c'est la désuétude de nos textes qui pose problème. La CAF n'a jamais osé aller au bout de sa démarche. Jamais. Chaque fois qu'il a fallu faire des réformes, un certain conservatisme, le refus d'aller de l'avant a fait qu'on a toujours freiné des cas de fer. Et jusqu'à maintenant. Et on s'étonne que nos textes, par rapport aux autres confédérations, par rapport à la FIFA, soient en retard et qu'on ne puisse pas vraiment implémenter ce que nous voulons comme ambition. Depuis 2 ans, je suis au sein de ce comité exécutif. Des fois, je sens qu'il y a une velléité, une volonté de bien faire. Mais est-ce que nous sommes outillés à partir de notre ordonnancement juridique pour le faire? Je pense que non. Et donc aujourd'hui, c'est cela qu'il faut. Constater que nos textes ne sont plus adaptés, les remettre en cause. Je pense qu'il y a eu un débat avec la FIFA qui a voulu venir pour aider. On sait ce qui s'est passé, mais l'essentiel, il ne faut pas occulter ces problèmes. Il faut qu'on accepte de dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on accepte de le résoudre. Et pour ça aussi, il faut qu'on s'ouvre pour que les expériences qui viennent d'ailleurs puissent nous apporter cette plus-value pour qu'on puisse changer. Les problèmes de gouvernance et de conformité aussi touchent bien entendu l'aspect du management, je l'ai dit, administratif et exécutif, où on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même s'il y a des intermédiaires qui essaient tant bien que mal de faire leur travail, une institution sans tête. Et il est temps qu'on corrige cela parce que cette situation ne saurait durer. Le troisième point, j'ai parlé de l'instabilité organisationnelle. Nous sommes la seule confédération, et peut-être rares sont les organisations sportives dans le monde qui ont connu 3 secrétaires généraux en 3 ans. Ça aussi, il faut le constater. C'est des constats qui sont là, qui sont palpables. Moi, mon vécu de l'intérieur me permet de le voir. Ça montre une instabilité. Comment on peut bâtir tout le temps en changeant. Et ça, c'est je pense, l'un des problèmes clés. Je parle même de 3, mais on peut même dire, avec la transition Hayatou Ahmad, qu'il y a eu un 4e, c'est-à-dire le secrétaire général qui était en place au moment, en 2017, quand il y a eu l'alternance. Donc je pense que ça aussi, c'est un problème qui est là. La précarité de la situation financière que le président de la commission des finances, sur les 3 dernières AG, a pointé du doigt la situation financière. La CAF vit sur ses réserves. La CAF vit sur ses réserves, ça veut dire à quel point la situation quand même est dramatique. Quand il n'y a pas de produits, quand il n'y a pas de rentrée d'argent et qu'on continue à vivre sur nos réserves, c'est qu'on est auprès de la banqueroute. Et je ne voudrais pas que notre instance continentale soit la première instance à être en banqueroute. Et ça, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, je pense que si on n'avait pas l'appui de la FIFA actuellement sur certaines choses, ce serait encore plus compliqué. Donc je pense que ça aussi, c'est un constat. 5e point, tout à l'heure je l'ai brossé, tous les problèmes qu'on connaît avec, bien entendu, les droits commerciaux. Les droits commerciaux avec les finances sont les 2 piliers sur lesquels les instances sportives existent, se développent et rayonnent. Aujourd'hui, notre domaine marketing, les droits commerciaux sont en difficulté. On sait que nous avons des problèmes avec notre principal agent marketing. Nous avons d'autres problèmes aussi d'image qui font qu'aujourd'hui, les sponsors ne courent plus vers la CAF. Et donc tout ça nécessite une prise en charge. Et je voudrais aussi évoquer
le problème de nos compétitions. Je parle des droits commerciaux, c'est lié. Si on n'a pas de compétitions attractives, organisées, bien planifiées, bien harmonisées avec un calendrier général, on ne peut pas vendre le produit football. Notre potentiel est là, mais nous n'arrivons à rien vendre. Peut-être qu'aujourd'hui il y a le Covid, mais avant le Covid, on sait qu'on avait eu du mal, parce que certainement notre organisation, notre timing dans nos compétitions faisait qu'on avait eu du mal à organiser nos compétitions pour les rendre visibles, attractives et éviter qu'elles se chevauchent avec d'autres compétitions, soit de la FIFA, soit d'autres confédérations, puisque c'est le même marché. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. J'ai fait le constat de ce que j'appelle une balkanisation statutaire de la Confédération africaine de football. Et j'ai même dit que c'est à des fins politiques parce que finalement, les deux leviers qui sont le levier d'organisation géographique et le levier de groupement linguistique, on a l'impression qu'ils ne servent que pour actionner des positionnements politiques. Et à longueur de mandature, on ne parle que de politique dans ces espaces-là. Il faudrait qu'on change. Et je voudrais me féliciter, Monsieur le Président, aujourd'hui, que dans notre Assemblée générale, on a pris le parti de ne pas parler de politique. Je pense que le travail de la zone, c'est d'abord d'être le pilier du développement de la Confédération tel que ça a été prévu dans nos statuts. Mais nos statuts posent problème aussi, parce que ça, en lisant nos textes, quand je vois la disposition qui crée les unions zonales, on dit la CAF est divisée. Alors que moi, j'aurais préféré, parce que ça c'est le français, c'est de la sémantique, mais c'est important qu'on évite de donner une perception négative à certains mots. C'est-à-dire, on aurait pu dire la CAF est composée, mais quand on va dans nos statuts, on dit la CAF est divisée en 6 unions zonales. C'est des petits détails, mais qui, à mon sens, sont importants dans la perception que les gens peuvent avoir de leur rapport avec l'instance continentale. Et je pense que c'est des petites corrections qu'il faut faire pour montrer que tout ça a concouru à ce que j'appelle cette balkanisation. Aujourd'hui, on parle d'élections, on parle du groupe des anglophones, du groupe des francophones, du groupe des arabes, du groupe des lysophones, hispano-lysophones, et d'ailleurs qu'on a mis avec les arabes. Moi, des fois, je me pose la question de savoir quel est le lien linguistique, puisqu'on a parlé de groupement linguistique, entre le groupe hispano-lusophone. Eux, ils sont des latins, c'est sûr, mais je ne pense pas que les arabes soient des latins. Donc, c'est des petites choses qu'on a créées pour les mettre au service peut-être du contrôle d'appareils, alors que ça aurait dû servir, que ce soit les unions zonales, que ce soit ces groupes linguistiques, à impulser le développement à la base pour le football. Et je pense que c'est ça que la CAF voulait faire, et c'est ça ce à quoi invite la FIFA depuis quelque temps, pour que ça soit à la base qu'on puisse développer notre football de manière horizontale partout en Afrique. Je voudrais parler rapidement du sens de mon engagement. J'en ai parlé tout à l'heure en liminaire, mais je pense qu'aujourd'hui, insister sur le fait que nous devons avoir une vision, et mon ambition donc, pour la CAF a pour atteindre le double objectif du développement durable, à savoir à moyen et long terme. J'estime que nous devons pouvoir asseoir un développement horizontal, équilibré et durable du football africain au niveau continental. C'est-à-dire que partout, dans toutes les fédérations, sur tout l'ensemble du territoire continental, que le football puisse se développer. Et d'un autre côté aussi, que ça puisse toucher toutes les catégories du football en soi, les jeunes, dont les compétitions ne sont pas valorisées. Aujourd'hui, j'en fais le constat. Il y a quelques jours, il y avait la finale de la zone UFOAB en U17. Je me suis renseigné. Il n'y avait aucun président de fédération, il n'y avait aucun président de zone, il n'y avait aucun dirigeant, parce que tout le monde était au CHAN. Et ça montre aussi les problèmes de programmation que nous avons, parce que ces compétitions ne devraient jamais se chevaucher, mais ça montre aussi que nous sommes tous focus sur l'élite, et on ne fait pas attention à ce qui est en bas, au grassroots, ce qui est à la base et qui est fondamental pour développer un football continental. Ne pensons pas que si on a de grands clubs comme Barcelone, comme Liverpool ou autres, c'est parce qu'ils se sont créés ex nihilo, c'est parce qu'ils ont travaillé à la base pour asseoir le socle solide sur lequel ces clubs d'élite
et ces associations nationales fortes qui trustent une Coupe du Monde sur 2 se sont bâties. Donc il faudrait qu'on fasse la même chose et ne pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je parle de développement horizontal. Mais n'empêche, nous devons travailler à la verticalité de ce développement en veillant à ce que nos clubs, nos équipes nationales soient plus fortes, nos clubs qui vont en Coupe intercontinentale, des clubs puissent jouer leur partition, qu'ils ne viennent pas pour jouer un tour et être éliminés immédiatement. Alors qu'en réalité, on s'en rend compte, aujourd'hui, nos joueurs font partie des meilleurs dans les grands clubs européens. Donc ça aussi, je pense que c'est un travail que nous devons mener d'arrache-pied, donc à moyen terme. Et je me suis fixé, en tout cas personnellement, un objectif du candidat qui est à l'horizon 2026. Parce que 2026, ça correspond à la première édition de la Coupe du Monde, à 48, qui a été initiée par la FIFA et le président Gianni Infantino, qui permet à l'Afrique d'avoir 10, moi je dis 10, parce que je fais le pari que normalement, si nous faisons le travail que nous devons faire, le demi là qui nous manque, parce qu'on nous dit 9 et demi, à chaque fois on pourra le prendre. Et quand on aura ces 10 là, l'objectif c'est qu'en 2026, quand nous aurons travaillé avec l'équipe qui sera mise en place, qu'on puisse voir avec cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l'Afrique rayonnée de mille feux, à travers ses joueurs, à travers ses équipes nationales, mais aussi à travers ses cadres. Je pense qu'un football qui marche, ce n'est pas que seulement sur les terrains. Ce n'est pas Sadio Mané, Eto'o, Drogba ou El Hadji Diouf qui font le progrès d'un football. C'est tout un ensemble qui évolue sur un plateau d'excellence pour aller vers les résultats. Qu'on ait des arbitres, qu'on ait d'autres acteurs qui puissent intervenir et apporter leur contribution. Ne nous empêchons pas de croire à cette ambition collective pour l'Afrique et son football. Moi, j'en suis persuadé, c'est quelque chose qui est possible, mais encore faudrait-il qu'on y croie. Et c'est pour ça que je voudrais ici définir le programme qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Je l'ai décliné en 4 axes prioritaires d'action, au sein desquels vous verrez donc 11 engagements phares pour tout changer et gagner le match à ne pas perdre. Donc, ces 4 axes, c'est donc la gouvernance exécutive, administrative et juridique, où nous voulons une gouvernance inclusive, transparente et responsable. Et dans ce point, nous avons, dans cet axe-là, nous avons 7 points. 7 points que vous avez, donc vous pourrez parcourir dans votre document, mais je pense qu'il est important d'insister sur une chose, c'est l'amélioration de l'organisation administrative, mais c'est aussi la capacitation de nos exécutifs pour qu'on puisse avoir à la tête de notre football assez de ressources pour pouvoir travailler à cela. Le deuxième plan concerne la gestion financière et commerciale. Il nous faut pour cela une grande efficacité et une autonomie financière axée sur une vraie capacité de mobilisation des ressources modernes dans le respect du comportement éthique, de la transparence et de la responsabilité. À ce niveau-là aussi, j'ai rappelé l'importance du football dans le monde. J'ai rappelé aussi qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens vivent pour le football, mais nous constatons que la CAF devrait se mettre au diapason par rapport à la gestion financière et commerciale. J'en ai parlé tout à l'heure en identifiant les problèmes et je me propose de trouver les solutions au plan financier. J'ai proposé ce que j'appelle les 3 R, c'est-à-dire redresser nos finances. J'ai dit les difficultés que nous traversons, recapitaliser nos finances, parce qu'une chose est de redresser et d'avoir beaucoup d'argent, une autre est de savoir quoi en faire. Enfin, une fois que notre équilibre est retrouvé et qu'une bonne politique financière est mise en place pour gérer ces fonds et les fructifier, pensez à réinvestir ces ressources-là dans le football africain. Et les investir, bien entendu, c'est dans beaucoup de domaines, mais particulièrement, je pense qu'aujourd'hui, nous savons quel secteur nous devons développer pour y arriver, et je pense qu'en travaillant à cela, nous pourrons réaliser cela rapidement, et comme la FIFA le fait pour nous aider, que nous puissions, aux côtés de la FIFA, apporter aussi notre contribution dans la redistribution
des bénéfices du football aux acteurs et aux associations nationales. J'ai dit aussi que sur le plan commercial, il faudra au plus vite mettre un terme aux contentieux commerciaux qui sont en cours. C'est un blocage énorme, je l'ai vécu de l'intérieur, je sais ce que c'est. Nous avons des problèmes avec les organes qui sont chargés de réguler la concurrence dans le monde, pas que seulement en Égypte, mais avec la COMESA dans le sud. Et c'est ça, entre autres, qui a fait qu'on a été obligé de rompre les contrats avec notre partenaire Lagardère. Et aujourd'hui, nous avons aussi un contentieux qui prend du temps à se régler. Et tant que ces situations-là ne sont pas levées, ces hypothèques ne sont pas levées, nous ne pourrons pas revenir à une situation normale de gestion et de valorisation du produit CAF, c'est-à-dire développer une politique marketing productive pour la CAF et qui nous permette de générer nos propres ressources. Parce qu'il est important de recevoir les appuis venant de la FIFA et d'autres partenaires, mais il est aussi important que nous-mêmes, à côté d'eux, nous puissions mettre en place un dispositif pour générer nos propres ressources. J'en viens justement, j'ai parlé de la FIFA, au partenariat institutionnel et aux relations extérieures. Je pense que c'est un domaine clé et j'ai commencé simplement à parler de la FIFA. Donc, à ce niveau-là, et je dis, la CAF et nous, la CAF dans la FIFA avec la CAF. Quand je dis ça, peut-être que certainement les gens, parce que sortons du cadre politique, arrêtons de parler de politique, parlons développement, et c'est important. Aujourd'hui, il serait démagogique de remettre en cause l'apport de la FIFA, et surtout ces dernières années, et ça je le dis et je l'assume ici, depuis que le président Gianni Infantino est venu, les montants qui ont été injectés dans toutes les fédérations mondiales, certes, mais particulièrement en Afrique, ont été multipliés par peut-être 10. Et ça, c'est important. Un autre indice, un autre indicateur, dans cette période difficile, et vous me permettez d'avoir une pensée et de rappeler à nous autres footballeurs que nous sommes encore dans la pandémie et qu'il faudrait qu'on veille. Dans cette période difficile, quand vous prenez 1 500 000 $ et que vous le multipliez par 54 associations, vous voyez ce que la FIFA a fait comme effort, plus que n'importe quel État, plus que n'importe quel organisme dans le monde. Donc moi, je veux aussi que là-dessus qu'on soit clair. Aujourd'hui, la CAF a besoin de la FIFA. D'abord en tant que démembrement de la FIFA, ensuite dans le contexte où nous sommes, où nous avons le management de la FIFA qui est attentif à aider la CAF à pouvoir se développer. Donc reconnaissons cela et travaillons à consolider cela. Je pense que c'est important. Dans des rapports peut-être qu'il faudra étudier, mais ça aussi, je le dis tout le temps. Très souvent, dans nos réunions, quand on parle de la FIFA, je dis, le problème, ce n'est pas les autres, c'est nous d'abord. Si nous sommes comme nous devons être, les choses marchent normalement. Mais si nous ne sommes pas capables de faire les choses, là, en ce moment, les rapports, que ce soit avec la FIFA ou d'autres instances, peuvent devenir problématiques. Si ce n'est pas avec la FIFA, ce sera avec l'UEFA, ce sera avec quelqu'un d'autre, parce que nous n'avons pas cette solidité pour pouvoir être là, travailler et que les gens nous accompagnent. Donc ça, je pense que c'est important et j'ai voulu l'affirmer de manière forte, que les gens le comprennent. Indépendamment, quand je parle de cela, ce n'est pas par rapport à des hommes, c'est par rapport à deux institutions. Que les statuts lient très fortement, mais que dans la pratique aussi, on a vu que la FIFA est allée au-delà peut-être des principes statutaires pour accompagner la CAF. Et donc ça, reconnaissons-le, essayons de travailler sur cette base. Et en tout cas, quand je serai président de la CAF, je voudrais des rapports forts, équilibrés et surtout une complicité qui permette de s'apporter mutuellement. Parce que comme je l'ai dit dans ce document-là, une CAF forte, c'est un football mondial qui devient plus fort encore. Et donc ça, je pense qu'il nous appartient de le faire. Et je voudrais aussi ne pas oublier la collaboration avec les confédérations sœurs. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons quelques projets avec l'UEFA, mais pourquoi pas l'AFC, d'autres confédérations, puisque nous tous, nous sommes aux côtés de la FIFA pour promouvoir le football universel partout dans le monde et surtout faire du football encore plus
ce beau spectacle, ce beau sport qu'il est aujourd'hui et qui fait que tout le monde s'y intéresse. J'ai fait un point particulier pour nos États, nos gouvernements. On sait qu'en Afrique, dans nos fédérations, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, aucune fédération ne peut aller seule. Aucune fédération. Qu'on ait de bons rapports avec nos autorités ou pas, on a besoin de ces autorités-là. C'est l'État qui est propriétaire des infrastructures, c'est l'État qui bâtit toutes les infrastructures, c'est l'État qui apporte ses moyens pour gérer les équipes nationales et même des fois pour financer les championnats. L'État, à mon avis, est incontournable dans l'édifice de la CAF du futur. Et c'est pour cela qu'on lui donnera cette place-là, tout en veillant à valoriser le football africain pour que ça soit un facteur d'unité et d'intégration du continent. Parce que le football a cette force-là et nous devons y travailler. Partenariat avec le secteur privé. Je pense que ça a été évoqué lors du symposium sur les infrastructures par la FIFA et par la CAF. Nous devons nous tourner davantage vers le privé pour des partenariats win-win, gagnant-gagnant, qui permettent un peu de trouver d'autres solutions qui viendront renforcer la politique de développement de notre football. Voilà, donc c'était le 11e point. Donc 11 points, c'est l'effectif pour un match s'il n'y a pas de carton rouge, bien entendu, et je pense qu'il n'y en aura pas. Et j'ai ajouté un petit temps additionnel en 7 points. Parce que je pense qu'aussi, le leadership, c'est ça, c'est proposer des nouveautés, apporter sa touche personnelle. Et ces points-là, je voudrais d'abord m'ouvrir à ce qui est en train d'être fait, qui a commencé avec le président Gianni Infantino et la FIFA encore, la valorisation de nos légendes. Mais valorisation, pas seulement à titre symbolique et honorifique, mais une valorisation qui leur permette de faire une reconversion, jouer des rôles. Certains ont commencé à le faire, mais il faut aller plus avant. Et pour cela, il faut assurer l'après-carrière de nos footballeurs, surtout ceux qui réussissent en Europe. L'après-carrière, ça peut être comment assurer la gestion des fonds dont on a bénéficié au plus haut niveau quand on a été bon et dans certains clubs, mais aussi quand un seul joueur gagne des milliards, il y en a peut-être des dizaines et des dizaines qui ne réussissent pas. Comment faire pour les réintégrer dans le sillage de ce qui se fait dans nos clubs, dans nos fédérations, et pourquoi pas au niveau continental pour qu'ils puissent se reconvertir et pouvoir servir le football en gagnant bien leur vie. Le football féminin, on en parle, mais je pense qu'il faut faire plus. Et faire plus, c'est poser des actes forts, symboliques, c'est voir comment au niveau du comité exécutif, avoir plus de dames, plus de représentation féminine. Et je me propose à ce stade déjà de prévoir 3 places garanties pour les femmes au sein du comité exécutif. Parce que c'est là-bas que se prennent les décisions. Elles ont le droit de venir défendre leur football. Ça se passe partout. Nous sommes tous dans des fédérations où il y a plus d'hommes. Mes vice-présidents sont là. Il est arrivé des moments, maintenant ça a évolué. Quand on parlait des dames, c'est à peine si on sautait et on passait à autre chose. Il est temps qu'on leur donne la vraie place qui est la leur et qu'on essaie de développer ce football-là, puisque ce serait nous mettre sous la ligne de ce qui se fait un peu partout. Et surtout, entre autres, c'est un football d'avenir, qu'on le veuille ou non, qui va venir renforcer le football masculin pour augmenter le rayonnement du football mondial. J'ai parlé tout à l'heure de la balkanisation. Et une des solutions que je préconise, c'est non pas de continuer à faire des élections par groupe linguistique, mais veiller à ce qu'à l'intérieur de l'instance la plus importante de prise de décision, le bureau du comité exécutif, que tous les groupes linguistiques soient représentés. Pourquoi s'arrêter à 2 vice-présidents ou 3 si nous avons 4 langues, nous nous sommes choisis 4 langues officielles, donnons au sein du bureau 4 places à des vice-présidents, de sorte que à l'intérieur, tout le monde soit représenté, toutes les sensibilités linguistiques, et qu'on n'ait pas l'impression que certains groupes linguistiques sont laissés sur le bord du chemin, comme ça arrive souvent, parce qu'ils ne font pas nombre. Et ça, je pense que c'est important, parce que si ces groupes-là sont représentés, toutes les préoccupations seront prises en compte. J'ai proposé la création d'un musée du football africain, avec un panthéon de la gloire. C'est lié au deuxième point, au premier point, qui concerne les légendes. Et surtout, c'est lié au fait que, à ma connaissance, nous n'avons pas d'archives à la CAF. Aujourd'hui, je suis sûr, si on demande
d'aller chercher de la documentation qui remonte il y a 15 ans, on ne la trouvera pas. On ne la trouvera pas. Sauf à aller voir des spécialistes, des journalistes pour leur dire est-ce qu'il n'y avait pas un article qui avait été pondu à l'époque. Donc ça, il faudrait qu'on le règle. Une institution doit avoir une mémoire. Et aujourd'hui, c'est notre problème, il faut le régler. J'ai proposé aussi, parce que ça aussi c'est ma sensibilité, le fait que nous puissions lancer un programme, que nous ayons l'initiative, nous, de lutter contre le racisme. Parce que j'estime que c'est un élément important. Nous, dirigeants africains, devons nous positionner par rapport à cela. Et il y a l'initiative aussi Team Africa, Gouvernons Ensemble, qui consiste à impliquer les unions zonales, mais aussi l'ensemble des acteurs pour les prises de décision. Et la fondation CAF existe, mais nous devons faire en sorte de pouvoir lui donner un contenu et le renforcer. Vous me permettrez, parce que quand on a la prétention, ou en tout cas l'ambition d'être président de la CAF, d'évoquer les atouts du candidat que je suis. J'ai parlé un peu de mon passé tout à l'heure. Je me considère comme un réformateur, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de restructurer juridiquement et sur le plan organisationnel le football africain et de mettre en place la modernisation de la CAF. Et mes qualités en tant que réformateur me le permettent. Et je pense que si aujourd'hui je suis là, c'est avec cette vision-là. Un fédérateur, un rassembleur, je pense que ça aussi c'est important. Au sein de la CAF, depuis 10 ans, j'ai pu nouer des liens solides. J'ai pu parler à tout le monde. Et je m'évertue chaque jour, même malgré les obstacles de langue, à parler à tout le monde, à être à l'écoute de tout le monde. Et je pense que ça aussi c'est important pour pouvoir assurer une cohésion qui nous manque très souvent. Un visionnaire, parce que je pense que pour développer de manière prospective le football, il faut se lancer là-dessus. Un bâtisseur, parce qu'on a énormément de chantiers et celui qui n'est pas bâtisseur ne pourra pas le faire et je pense avoir ses qualités. Un gestionnaire moderne, parce qu'on parle de bonne gouvernance, on parle de gestion éthique du football. Un homme de défi, un compétiteur, parce qu'aujourd'hui, pour atteindre la culture de l'excellence et de la performance, il faut être un compétiteur. Et si un compétiteur est à la tête de la CAF, avec une équipe de compétiteurs comme lui, nous pourrons relever ces défis. J'ai parlé du panafricanisme, je n'y reviens pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler à souder l'Afrique autour du football. Et ça, je pense que c'est un élément important, sans que ça veuille dire que nous allons être fermés sur nous-mêmes. On peut être panafricain et être ouvert sur le monde. Et c'est ça l'objectif que je me fixe. Et le point 8, je suis un passionné de football. Je vis pour le football chaque jour et j'essaie de vivre de cette passion. Et c'est ça qui m'a mené à être là devant vous aujourd'hui pour prétendre briguer ce poste de président de la CAF. Et c'est aussi, je pense, notre dénominateur commun à nous tous qui nous battons chaque jour pour que la balle continue à rouler. Mon message de fin, c'est simplement dire que l'heure est venue de l'image, de passer de l'image d'une confédération à problème, parce que c'est ce que nous voyons dans la presse. À tort ou à raison, les gens nous étiquettent comme une confédération, pour passer à l'image d'une fédération qui gagne. Un message pour dire, ayons foi à nos capacités d'imagination, de résilience et de solidarité. Exploitons notre immense potentiel pour assumer notre vrai destin d'avenir du football mondial. C'est à nous tous, sans exclusive, de bâtir cette institution forte, crédible, attrayante et performante que doit être la CAF. Et je terminerai simplement en disant que nous ne sommes pas loin du but. Marquons-le ensemble, parce que cet élément-là est important. Cette notion d'équipe, j'y tiens plus que tout. Et c'est en ce moment-là que nous pourrons faire de notre CAF une CAF qui rende fier l'ensemble des passionnés du football, qui sont des millions et des millions en Afrique, qui ne vivent que pour le football, et que quand la CAF souffre, ils souffrent avec nous. C'est pour ça que je termine en disant CAF Ca Kanam. En Wolof, ça veut dire la CAF en marche. Et je pense que c'est ce mot-là qui va nous permettre de terminer cette présentation. Et je vous remercie de votre attention. Vive la CAF, vive le football mondial, vive la FIFA.